Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui au programme, on parle du dossier 2 et on va en faire un bon résumé pour pouvoir avoir le plus gros du contenu de ce dossier. Et quand on parle d'ingénierie d'une prothèse, l'idée en fait c'est de savoir d'abord qu'est-ce qu'on peut faire. Donc quels sont les différents systèmes qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour atteindre un objectif, mais aussi les matériaux qu'on va pouvoir utiliser pour éviter qu'il y ait des bris lorsqu'on fait face à certaines forces et donc à certaines contraintes, d'où notre première diapo qui nous parle des différentes contraintes auxquelles le matériau va avoir à faire face. Une contrainte, c'est quoi? C'est l'effet que fait subir une force sur un objet. On va donc avoir 5 contraintes principales. La première étant la compression lorsqu'on écrase un matériau. On va avoir la tension lorsqu'on étire un matériau, la torsion lorsqu'on tord un matériau, la flexion lorsqu'on plie un matériau et le cisaillement lorsqu'on coupe un matériau. Les différents symboles qu'on utilise pour illustrer les différentes contraintes, eh bien, vous les retrouvez sur les images à votre droite. Et pour pouvoir faire fonctionner notre prothèse, eh bien, on va devoir fort probablement utiliser de l'énergie. Et pour comprendre ces énergies, eh bien, il faut d'abord voir c'est quoi nos différents types d'énergie disponibles. Donc, l'énergie thermique, c'est l'énergie qui est liée à la chaleur, donc à la température d'un objet. L'énergie mécanique, on parle de deux types d'énergie mécanique, soit l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie cinétique. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est simple, c'est lorsqu'on élève un objet en hauteur. Donc, on lui donne une certaine quantité d'énergie qu'elle va pouvoir redéployer ou retransformer en la transformant en énergie cinétique qu'on va laisser tomber. J'ai donc parlé d'énergie cinétique. Cette énergie cinétique-là, c'est quoi? En fait, cette énergie cinétique, c'est simplement lié au mouvement d'un objet. Lorsqu'on parle d'énergie chimique, c'est de l'énergie qui est contenue à l'intérieur des liaisons d'une molécule. L'énergie rayonnante, c'est l'énergie qu'on va utiliser, par exemple, lorsqu'on parle de lumière. Donc, c'est l'émission de rayonnements tels que vous les voyez dans votre spectre électromagnétique. Au niveau de l'énergie électrique, eh bien là, ça commence à être un peu difficile à vous le simplifier plus que ce que vous connaissez déjà. Mais en fait, l'énergie électrique, c'est le mouvement des électrons à l'intérieur d'un fil et donc qui vont nous permettre d'avoir de l'électricité. Et au niveau de l'énergie sonore, eh bien, c'est au niveau de l'émission d'ondes sonores. Donc, autrement dit, c'est l'énergie qui est véhiculée par le son. Donc, dans un mécanisme pour bien expliquer le fonctionnement d'un élément ou d'un objet, on va devoir parler des différentes fonctions que vont avoir les différents organes à l'intérieur de cet objet-là. Donc, si on parle, par exemple, de la fonction de guidage, eh bien, son rôle, ça va être de guider, comme le nom l'indique. Donc, on peut guider en translation, par exemple, lorsque je veux assurer qu'un mouvement, qu'une composante de mon objet ne puisse faire qu'une translation seulement, un guidage en rotation ou un guidage qui est hélicoïdal. Hélicoïdal, ça veut dire une rotation qui engendre une translation, comme quand on a besoin de tourner pour pouvoir engendrer le mouvement de translation. Au niveau de la fonction de liaison, donc liaison, c'est l'organe qui va permettre de lier deux pièces ensemble. Donc, par exemple, je vais pouvoir avoir un encastrement qui est une liaison où j'aurai aucun mouvement possible. Par exemple, là, on avait parlé du panneau d'arrêt avec le poteau. Je ne veux pas que le panneau soit capable de bouger par rapport au poteau. On peut parler aussi de la liaison glissière. Donc, la liaison glissière va permettre un mouvement de translation seulement. C'est le cas, par exemple, du tiroir d'un classeur. Si on parle d'une liaison pivot, c'est une liaison qui permet une rotation dans un seul sens, selon un seul axe. Donc, par exemple, lorsqu'on parle d'une porte, eh bien, les pentures de la porte vont permettre justement cette rotation seulement selon un axe. Si on parle d'une rotule, là, ça me permet une rotation, mais dans plusieurs axes. On peut penser, par exemple, à la bille d'un stylo à billes.
Le pivot glissant et le mouvement hélicoïdal, je vais les traiter ensemble parce que dans les deux cas, je vais pouvoir avoir un mouvement de translation et de rotation. La différence entre les deux, c'est que mon pivot glissant, je peux avoir seulement la translation, seulement la rotation ou les deux en même temps, alors que le mouvement hélicoïdal, eh bien, je vais devoir tourner pour avoir mon mouvement de translation. Donc, un engendre l'autre, je n'ai pas le choix de faire les deux en même temps. On a parlé aussi de la fonction de lubrification qui permet justement de lubrifier, donc de faciliter le mouvement en réduisant l'usure de différentes pièces. On peut avoir des lubrifiants qui sont solides, qui sont semi-solides ou qui sont liquides. Au niveau des fonctions d'étanchéité, eh bien, l'organe qui va être utilisé pour assurer la fonction d'étanchéité, c'est un organe qui va me permettre d'éviter qu'un fluide, que ce soit de l'air ou de l'eau, ou même des solides particuliers comme du sable ou de la farine, puisse s'échapper d'un certain contenant ou de mon objet. Passons maintenant aux fonctions électriques d'un objet quelconque, donc de différentes composantes à l'intérieur d'un objet. Donc, la première composante fonction électrique qu'on va voir, c'est la fonction d'alimentation qui me permet d'assurer l'alimentation, donc de fournir du courant électrique à mon circuit. On peut penser par exemple aux piles solaires ou aux générateurs. Bon, là, quand on parle d'un générateur, vous pensez tout de suite à une génératrice que vous pourriez aller avoir à la maison, mais moi, je peux vous parler aussi de générateurs beaucoup plus gros, puisque les centrales hydroélectriques ou les centrales thermiques ou les centrales nucléaires qui vont fournir le courant à l'intérieur d'une prise électrique, eh bien, sont aussi des générateurs. Les fils vont généralement assurer la fonction de conduction, donc simplement de passer le courant d'un point A à un point B. Par contre, on peut aussi avoir d'autres composantes à l'intérieur d'un objet qui nous assurent la fonction de conduction. Par exemple, les filaments de métal qu'on va retrouver à l'intérieur des circuits imprimés servent aussi à faire une conduction électrique. Quand on parle d'une fonction de transformation, c'est la composante qui va servir de transformer l'énergie électrique en un autre type d'énergie, que ce soit de l'énergie rayonnante, comme une ampoule, de l'énergie mécanique comme une perceuse, de l'énergie sonore comme un haut-parleur, ou de l'énergie thermique comme un élément chauffant d'un réservoir à eau chaude. Par contre, il faut comprendre aussi que dans une fonction de transformation, je peux avoir des énergies que je vais transformer par accident. Je m'explique. Si on a par exemple une perceuse qui chauffe ou une ampoule électrique qui produit de la chaleur ou un rond de poêle qui va devenir rouge et donc qui va émettre de la lumière. Tous ces types d'énergie ne sont pas les énergies souhaitées par l'objet, mais ça va être une perte d'énergie qu'on va avoir via ces différents types de transformations. Dans la fonction de commande, on pense à l'interrupteur. Donc, ça va être les différents types d'interrupteurs. On avait vu les interrupteurs à levier, à bascule, à bouton poussoir et les interrupteurs magnétiques. Au niveau de la fonction d'isolation, c'est pour isoler mon circuit. On pense par exemple à la gaine des fils électriques. Et finalement, au niveau de la fonction de protection, la fonction de protection va être assurée par un organe, un objet, qui va empêcher les courants trop forts en bloquant le circuit au moment où est-ce que je vais avoir trop d'ampères qui vont circuler dans mon circuit. Donc, il va être assuré principalement par deux types d'éléments. Le premier élément, c'est le fusible. Le fusible, c'est un tube de verre avec un filament de métal à l'intérieur qui va brûler lorsque le courant est trop fort. Ou un disjoncteur qui va être un interrupteur qui détecte par lui-même un ampérage trop élevé et qui va bloquer le courant de lui-même. L'avantage du disjoncteur, c'est que comme un interrupteur, je vais pouvoir le réactiver simplement en remettant le disjoncteur en position d'ouverture. Lorsque les composantes de notre objet sont mobiles, on peut avoir affaire à certains systèmes. Donc, on a deux types de systèmes qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de notre objet. Et le premier est les systèmes de transmission de mouvement, où je vais garder la nature du mouvement. Donc, si j'ai un mouvement de rotation, eh bien, je vais engendrer aussi un mouvement de rotation. On a à l'intérieur de ce type de système les roues de friction, les roues dentées, les poulies et courroies, les roues dentées et chaînes et les roues et vis sans fin.
L'avantage d'utiliser ce type de système, eh bien d'abord, c'est pour pouvoir changer de vitesse. Autrement dit, avoir des vitesses de rotation de mes différentes roues qui sont différentes. On peut avoir par exemple un multiplicateur de vitesse. À ce moment-là, mon organe mené va tourner beaucoup plus vite, mais on va devoir nous appliquer plus de force pour pouvoir le faire tourner plus vite. Donc, au niveau des roues de friction et des poulies à courroie, dans ces deux types de systèmes, on va avoir un organe moteur qui va être plus grand que mon organe mené. Lorsqu'on parle des roues dentées et des roues dentées et chaînes, à ce moment-là, je vais avoir des organes moteurs qui vont avoir plus de dents que l'organe mené. Lorsqu'on parle de réducteur de vitesse, donc le réducteur de vitesse va permettre de diminuer la vitesse de mon système. Vous pourriez dire, mais à quoi ça sert d'abord? C'est rare qu'on veut diminuer la vitesse. En fait, on diminue la vitesse pour avoir moins de force à appliquer dans notre système. Vous pouvez penser, par exemple, lorsque vous montez une côte à vélo, où est-ce que je vais vouloir appliquer moins de force? C'est sûr que je vais aller moins vite, mais je vais quand même pouvoir appliquer moins de force pour nous permettre de monter la côte. À ce moment-là, eh bien, c'est le contraire de ce qu'on avait au niveau du multiplicateur de vitesse. Donc, au niveau des roues de friction, je vais devoir avoir un organe moteur qui est plus petit que l'organe mené. Et au niveau des roues dentées, je vais devoir avoir un organe moteur qui va avoir moins de dents que l'organe mené. Le deuxième type de système, c'est un système de transformation de mouvement, où est-ce que je vais avoir un mouvement, généralement un mouvement de rotation qui devient un système de translation, ou vice-versa. Donc ici, je vais avoir la vis écrou de type 1 et la vis écrou de type 2. Vous remarquez que dans un cas, c'est l'écrou qui bouge, alors que dans l'autre cas, c'est la vis que je tourne pour faire bouger l'écrou. Vous allez avoir le système de cam égalé, aussi appelé dans certains manuels le système de cam et tige poussoir. Vous allez avoir le bielle manivelle et vous allez avoir finalement le système de pignon et crémaillère. Une fois qu'on a décidé de notre type de système, il faut décider quelle matière je vais utiliser pour le construire. Et pour comprendre ce que sont les différentes matières, il faut comprendre l'illustration qui est ici, qui nous indique comment séparer cette fameuse matière. Donc, au niveau de la matière, on a des substances pures et des mélanges. Les substances pures, un seul type de particules. Si j'ai un seul type d'élément, donc si j'ai juste de l'or ou juste du cuivre, on va parler de l'élément. Mais si j'ai un seul type de molécule, donc à ce moment-là, c'est un assemblage de différents éléments dans ma molécule, mais un type de molécule, à ce moment-là, on va parler de composé. Si je parle de mélange, à ce moment-là, je vais avoir plus qu'un type de particules et j'ai deux types de mélanges. Les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Homo veut dire même. Donc, dans les mélanges homogènes, eh bien, je vais voir juste une chose. Pour moi, il va voir juste une chose, mais en réalité, on sait qu'il y a plus qu'une particule, c'est un mélange. Les mélanges homogènes, j'en ai deux types. Les alliages, qui sont formés de plus qu'un métal que je vais unir ensemble et qui vont se fusionner côte à côte. On s'entend que ce n'est pas une nouvelle molécule, mais c'est vraiment une fusion côte à côte de deux substances. Alors que la solution, en fait, ça va être lorsque je vais mettre un soluté dans un solvant, comme on l'a vu en SCG 4059. Au niveau des mélanges hétérogènes, donc à ce moment-là, je vais avoir, à l'œil nu, je vais voir qu'il y a plus qu'une particule à l'intérieur. Je vais aussi en avoir deux types. Je vais avoir les suspensions, qui sont des mélanges où est-ce que je vais avoir une substance liquide d'impliquée. On peut penser à de la soupe, des céréales ou du lait qui va avoir tourné, qui va avoir des motons à l'intérieur. Ou je peux avoir un mélange mécanique. Donc le mélange mécanique, c'est lorsque je mélange des substances solides ensemble, comme quand je fais du terreau à jardin ou de l'asphalte. Pour pouvoir bien choisir nos différents matériaux qu'on va utiliser pour façonner notre objet, il faut d'abord comprendre quelles propriétés sont souhaitées chez le dit objet. Et donc, on va pouvoir regarder différentes propriétés ici.
Là, j'entends bien certaines propriétés en particulier qu'on utilise souvent, mais il y a un paquet d'autres propriétés que vous pouvez penser. Je n'ai pas indiqué, par exemple, la légèreté de l'objet, la lourdeur de l'objet. Je n'ai pas traité non plus de la transparence qu'on pourrait vouloir avoir pour certaines substances, pour certains matériaux. J'ai vraiment fait une liste non exhaustive, mais une liste sommaire des différentes propriétés. C'est important de connaître les différentes définitions parce qu'on veut utiliser les bons termes pour les bons argumentaires, pour justifier l'utilisation de tel ou tel matériau pour produire un objet. Donc, autrement dit, ici, on va avoir la première propriété qui est la dureté. La dureté, c'est la propriété qui permet de résister à la déformation ou à la pénétration. Qu'est-ce que j'entends par pénétration? Eh bien, par exemple, pour des planchers à l'intérieur d'une cuisine, j'aimerais avoir des planchers qui sont dotés d'une certaine dureté. Sinon, mon plancher va se rayer très facilement et donc il va avoir l'air très usé très rapidement, ce que je ne veux pas avoir évidemment. Au niveau de la ductilité, c'est la propriété qui me permet de résister à la rupture lorsque je suis étiré. C'est donc ce qui me permet de faire un fil avec un certain matériau, les fils électriques par exemple. Au niveau de l'élasticité, c'est la propriété qui me permet de me déformer sous la contrainte, mais de reprendre ma forme une fois la contrainte retirée. Évidemment, vous pouvez penser aux élastiques, mais vous pouvez penser aussi à un bâton de hockey, où est-ce que lorsque je vais vouloir effectuer mon tir, c'est plus efficace lorsque j'ai une certaine élasticité. Par contre, je ne veux pas avoir un bâton croche à chaque fois que je tire, c'est un peu désagréable. Par la suite, je vais avoir la malléabilité qui permet de résister à la rupture lorsque je suis plié, façonné ou aplati. On peut penser par exemple au papier d'aluminium qui va servir à envelopper nos différents aliments lorsque je vais les mettre pour la cuisson. Au niveau de la résilience, c'est la propriété de résister au choc. On peut penser au pare-brise d'une voiture ou un casque de motocycliste. Au niveau de la rigidité, c'est la propriété qui permet de garder sa forme lorsqu'il est soumis à une contrainte. Là, on peut penser à toutes les fondations de maisons qui sont soumises à des très grandes contraintes parce qu'ils ont tout le poids de la maison sur leurs épaules. Ou on peut penser, par exemple, aux piliers des ponts qui ne doivent pas bouger parce que des ponts qui dansent, c'est généralement pas bon signe pour la dureté et la longévité du pont. Et finalement, on peut parler de la résistance à la corrosion, qui permet de ne pas rouiller lorsqu'il est exposé à l'oxygène, au sel ou à différentes substances chimiques, qui sont évidemment importants, encore une fois, lorsqu'on parle de ponts, parce que les ponts qui rouillent, eh bien, il faut les changer après un certain temps, et le changement de pont, eh bien, ça coûte cher. Parlons maintenant des différents matériaux possibles. On va voir les plastiques. Des avantages pour la plupart des plastiques. Et là, vous vous souvenez que j'avais fait une liste très exhaustive dans les capsules précédentes. Ici, on va en faire simplement un résumé. Donc, les avantages pour la plupart des plastiques, c'est qu'ils sont résistants à la corrosion, ils peuvent avoir une bonne étanchéité, ils sont légers et ce sont des bons isolants électriques. Par contre, l'inconvénient pour la plupart des plastiques, c'est qu'ils ont généralement une faible résilience, une faible dureté et certains sont très peu résistants à la chaleur, donc je ne pourrais pas les mettre au four ou au four micro-ondes. Au niveau des bois maintenant, j'ai deux types de bois, les bois durs et les bois mous. Lorsqu'on parle des bois durs, on parle généralement de bois issus de feuillus, comme l'érable ou le chêne par exemple. Ils ont l'avantage d'être évidemment résistants à la corrosion, ils ne vont pas rouiller, ils vont avoir une bonne dureté, une bonne rigidité, une bonne résilience et une bonne résistance à l'usure. Ce sont donc de bons matériaux pour faire des planchers. Par contre, l'inconvénient pour la plupart des bois durs, c'est qu'ils vont avoir une bonne lourdeur, sont lourds autrement dit. Je vais avoir des coûts un peu plus élevés que pour le bois mou et je vais avoir aussi une faible élasticité. Ce que je vais pouvoir aller chercher au niveau des bois mous. Donc, les bois mous vont avoir une bonne résistance à la corrosion. Ce sont des bois qui sont plus élastiques, plus flexibles, plus légers. On peut penser par exemple au pin ou à l'épinette. C'est du bois qui vient généralement des résineux. Par contre, au niveau des inconvénients, ils vont avoir une plus faible rigidité que ce que je peux avoir au niveau des bois durs et surtout une plus faible dureté. Donc, des meubles faits
en pin ou en épinette, vont avoir plus tendance à être rayés facilement lorsque je vais mettre des objets dessus, par exemple. Au niveau des métaux, la plupart des métaux ont une bonne conductibilité électrique et thermique. Ce sont des matériaux qui sont malléables et ductiles. Par contre, certains peuvent avoir une faible résistance à la corrosion, comme c'est le cas par exemple pour le cuivre et le fer, et les coûts peuvent être un petit peu plus élevés aussi, tout dépendamment des matériaux. Donc, on parle ici de métaux plus particuliers, je vais passer rapidement. Au niveau de l'aluminium, c'est un matériel qui est léger et qui est résistant à la corrosion. Au niveau du cuivre, je parle de ma grande conductibilité électrique. Au niveau du fer, on parle de la grande dureté et aussi de la propriété d'avoir du magnétisme, autrement dit d'être attiré par l'aimant. Au niveau du zinc, je vais avoir une bonne dureté, une bonne rigidité et une résistance à la corrosion. Au niveau de l'étain, c'est le faible point de fusion qui me permet de faire des soudures à l'étain pour pouvoir unir deux pièces de métal ensemble. J'ai aussi une bonne résistance à la corrosion. Au niveau du titane, c'est un matériel qui est léger et qui est résistant à la corrosion. Et au niveau du plomb, c'est un matériel qui est reconnu évidemment pour sa lourdeur, c'est lourd du plomb, et sa grande malléabilité et aussi sa résistance à la corrosion. Les alliages, maintenant, je vous rappelle que c'est la combinaison de différents matériaux qui vont avoir été solidifiés ensemble sans former nécessairement, en fait, sans former du tout une molécule entre les différents métaux présents. L'acier inoxydable et la fonte sont faites à partir de fer, mais pas que. Donc, la fonte va avoir plus de carbone que l'acier et l'acier inoxydable, on va y rajouter différents éléments métalliques pour pouvoir avoir une meilleure résistance à la corrosion. Donc, passons-y rapidement. L'acier, on parle de la dureté, de la rigidité, malléabilité, ductilité. L'acier inoxydable, même chose, mais on rajoute la résistance à la corrosion. Au niveau de la fonte, je vais avoir une bonne dureté et une bonne lourdeur. Au niveau du bronze, je vais avoir une bonne lourdeur, une bonne malléabilité, ductilité et aussi une résistance à la corrosion. Au niveau du laiton, très semblable au bronze au niveau des caractéristiques. Et au niveau du titanium, je vais avoir une bonne dureté, une bonne légèreté et une bonne résistance à la corrosion. C'est donc ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.